Bonsoir. Donc, nous sommes réunis pour parler du livre de Gisèle Chaboudez, Traversée des logiques sexuées, qui vient de paraître chez Hermann. Et moi, je vais dire quelques mots très, très succincts pour introduire cette soirée. Alors, je pense que c'est un livre très important, d'abord parce que c'est la dernière pierre d'un work in progress de Gisèle qui a repris, réarticulé, etc. Et là, je trouve, il y a de nouvelles avancées et une réarticulation extrêmement euh, claire de, des hypothèses qu'elle a déjà développées. Mais il y a vraiment des pas tout à fait importants et des réarticulations de ce qu'elle a su lire dans l'enseignement de Lacan. Y a-t-il d'ailleurs, je trouve ce livre est une très très bonne illustration de la formule de Lacan, à savoir que chaque analyste est forcé de réinventer la psychanalyse, et c'en est un très bel exemple. Après tout, Lacan a fondé la sienne d'un retour à Freud. Il convient donc, et c'est ce que fait Gisèle, de faire un retour à Lacan pour le lire et l'interpréter, pour qu'on puisse entendre ce que peut-être au moment où il l'a fait, on ne pouvait pas entendre. Donc Gisèle reprend d'une façon très claire ses développements, de façon très claire, et en faisant un pas de plus sur la loi sexuelle. La loi sexuelle n'étant pas sexuelle puisqu'elle articule la jouissance à un objet et non une jouissance à une autre. Vous m'entendez pas? Ah. Alors, je dis que Gisèle reprend de façon très claire, c'est vrai qu'il ne faut pas que je parle pour le Zoom uniquement, ses développements sur la loi sexuelle comme n'étant pas sexuelle puisqu'elle articule la jouissance à un objet et non une jouissance à une autre. Je fais un petit catalogue très rapide, je laisserai mes collègues pour développer. Elle déconstruit le statut signifiant du phallus. Euh, je, En fin de compte, si on réfléchit, cette dimension du phallus comme signifié, c'est déjà de façon non explicite présent dans la métaphore paternelle, dans l'écriture de la métaphore paternelle. Mais elle rappelle ce qu'elle avait déjà depuis longtemps souligné, et ça c'est elle qui l'avait vraiment mis en avant, la fonction fondamentale de la détumescence, qui avait été soulignée par Lacan, et son rapport au langage, la question de la côte d'Adam, etc., etc. Je trouve qu'il y a un bon exemple dans le livre qui montre l'avancée et le travail inlassable de Gisèle, c'est son travail sur Lawrence, sur D.H. Lawrence. Voilà, je me souviens je ne sais plus quel colloque auquel nous participions, tu avais fait un commentaire sur Lawrence il y a plus de 10 ans, tu te souviens? Voilà. Ce que tu écris là, alors évidemment, ça, tu t'appuies pas que sur l'amant de Lady Chatterley, mais va bien au-delà et situe Lawrence dans une position extrêmement différente, c'est finalement comme un précurseur. Tout le livre, au fond, tourne autour de la citation de Lacan de l'étourdi, qui est mis en exergue, je le cite. Je cite qu'une partie de la citation. Bref, on flotte sur l'îlot phallus à ce qu'on s'y retranche, de ce qu'on s'en retranche. Voilà. Elle avance d'ailleurs une distinction très rigoureuse entre le phallique, qui vaut pour les deux sexes comme mode de jouissance, et le phallus, dont elle peut donc dire que c'était une erreur d'en faire un signifiant. Néanmoins, il s'agit bien de la position qu'on peut dire masculine, de se retrancher sur l'îlot phallus, hors la mer, hors l'étendue de la jouissance féminine tout autour. Mais cette position entraîne un effet paradoxal puisqu'elle entraîne un rejet de l'autre. Elle entraîne un rejet de l'hétéros. Et c'est une question qui, me semble-t-il, fait un retour brutal aujourd'hui. C'est ça juste dont je voudrais dire un mot, parce que je me contente d'introduire. C'est cet aspect que développe Gisèle, d'ailleurs, de façon très intéressante dans le livre, puisqu'elle explore finalement nos désaccords et nos points de tension avec les mouvements contemporains, en situant leurs impasses,
puisque c'est vrai que nous sommes dans une période de rejet de la psychanalyse dont le rejet, me semble-t-il, n'est pas tant sur l'épinglage de certains termes que nous aurions laissé passer, mais pour des raisons plus subtiles. Elle accorde un véritable intérêt, néanmoins, aux mouvements féministes les plus récents, et à juste titre, mais elle en souligne les paradoxes. Certes, bien entendu, l'hylophalus est rejoint par les femmes, par des femmes, d'autant que, et c'est le problème, c'est que la constitution des groupes, la constitution des ensembles, conduit à ce rejet de l'autre, de l'hétéros, évidemment. Et ce rejet relève d'une logique du tout. Et en d'autres termes, c'est ce à quoi nous assistons. Paradoxalement, à un rejet de la psychanalyse et donc de l'inconscient, au nom d'un soi-disant phallocentrisme. C'est vrai, Gisèle l'indique dans le livre, que par exemple, et ça c'est vrai, dans le monde anglo-saxon, beaucoup des penseurs anglo-saxons ont lu Lacan à travers les commentateurs, trouvant Lacan un peu trop dur. Je me souviens d'une, je dirais pas son nom, mais d'une très célèbre théoricienne des questions du genre, une des plus connues, qui disait que finalement elle préférait lire La Planche parce que La Planche c'est comme Lacan mais en plus clair. Mais c'est pas seulement La Planche, c'est aussi Derrida, que Gisèle rappelle dans le livre, dont on a retenu surtout un premier travail où effectivement il y avait une critique effectivement assez ferme de certaines de ces notions. Et c'est ce qui a expliqué aussi la vague contre la psychanalyse, mais à mon avis, je dirais que ça la justifie plutôt que ça ne la fonde. Et d'autre part, tout ce mouvement actuel, qui paradoxalement n'est pas contradictoire avec ces affirmations contemporaines, qui est ce mouvement d'affirmation de soi, le développement personnel, ça va de l'affirmation des identités jusqu'au développement personnel, et ça c'est une vraie question. C'est une curieuse convergence. Et ça, d'autant qu'on assiste à quoi? À un retour comme parangon de l'affirmation moïque. Attendez, il y a quelqu'un qui veut rentrer. Comme parangon de l'affirmation moïque, qui est le retour des impérialismes, des régimes autoritaires et de l'affirmation virile. Je ne sais pas si vous avez vu que Mark Zuckerberg avait célébré Trump en disant que c'est le retour de la masculinité. Voilà. Parce que seule la masculinité permet d'entreprendre, de créer, d'inventer de nouveaux développements. Voilà. Et donc, voilà. Bref, pour revenir au début, en quelques mots, si Lacan a pu attribuer ce qu'il appelait les maladresses de Freud aux nécessités de se faire entendre, je le cite, des bornes de son temps, on pourrait ajouter qu'imparablement sa découverte et ses articulations, celles de Freud comme celles de Lacan, sont liées aux bornes de leur temps à chacun. Et il en va de même pour Lacan. Au moment où nous vivons aujourd'hui une grande période de crise, celle d'une troisième ou quatrième, ça dépend comment on compte, révolution industrielle, avec les conséquences qu'elle peut avoir. Et il convient donc de réinventer à partir de Freud et de Lacan la psychanalyse, et il me semble que Gisèle est l'une des quelques-uns ou des quelques-unes qui s'y emploient. Donc un livre, à mon avis, tout à fait nécessaire et important. Alors, ceux qui vont vraiment discuter le livre sont mes amis qui animent ensemble un remarquable séminaire à Strasbourg. Je conseille d'y aller, c'est un peu plus Strasbourg, c'est une jolie ville, donc, ça vaut vraiment le coup. Comment? Oui, j'y serai le 1er février, voilà. Depuis quelques années, donc Marie Pessanti-Hermann, alors qui a publié un livre très important qui est Lacan à l'école des femmes, sur ce que Lacan a pu dire des femmes, c'est tout à fait essentiel, qui est psychanalyste et membre d'Espace Analytique. Je passe sur les très nombreux articles qu'elle a pu écrire, en particulier en figure de psychanalyse, mais pas seulement. Et Marc Morali, psychanalyste, membre de l'ALI, de l'Association lacanienne internationale, aussi auteur de très nombreux articles sur l'adolescence, sur les problèmes contemporains, etc., qui a été le directeur de la revue lacanienne, qui est une revue très importante, qui malheureusement va cesser de paraître,
et dont le dernier numéro qu'il a dirigé s'appelle « À l'impossible, sommes-nous encore tenus ?» C'est une vraie question qui rejoint le débat d'aujourd'hui. Voilà. Je passe la parole à Marie. Donc je vais faire une présentation du livre comme ça, dans tout son déroulé. Donc évidemment, je vais reprendre des choses que Alain vient déjà d'être dites et que je vais ponctuer de questions que j'adresse à Gisèle. Donc elle ne va pas me répondre tout de suite, mais en tout cas, c'est les questions que je lui pose au fur et à mesure de ma lecture. Donc d'abord, le beau titre, Traverser des logiques sexuées, qui fait partie d'un projet ambitieux, comme l'a dit Alain, commencé il y a longtemps et qui a consisté à suivre au plus près les avancées de Lacan concernant le sexuel. Alors après, que peut-on savoir sur le sexe? Ce qui noue le corps au langage, féminité singulière, féminisme et féminité, je vous l'ai dit, au cas où vous ne connaîtriez pas tous les livres de Gisèle Chaboudès. Gisèle aborde de manière décisive les conséquences de l'introduction par Lacan, dans la dernière partie de son œuvre, d'une logique pas tout en contrepoint d'une logique du tout qui a été longuement empruntée et commentée par les psychanalystes. Alors une des premières questions que je poserai à Gisèle, c'est qu'est-ce qui l'a amené au départ à s'atteler à cette tâche qui la tient depuis si longtemps. Longtemps ignorée par les commentateurs de Lacan, en de rares exceptions, qui ont valu d'ailleurs à ceux-ci, ou plutôt à celle-ci, bien des sourires ironiques, cette logique du patou qui vient éclairer la donne du sexuel et notamment les formes qui s'en déploient aujourd'hui, en tout cas dans une partie de notre monde occidental. Alors ce signifiant de traversée, emprunté à Lacan, j'y reviendrai, indique par son pluriel qu'elles sont multiples, mais aussi qu'avec ce terme, on peut tout autant noter un mouvement, celui qui consiste à passer au travers, comme on parle d'une traversée du fantasme, mais celui également que fait un bateau pour tirer des bords d'un rivage à l'autre. On retrouve dans le livre, au fond... attendez, parce que j'ai... On retrouve dans le livre chacune de ces traversées, celle qui consiste à traverser ce qui s'est développé théoriquement sur le phallus et qui a pu faire à un moment donné point de butée, et puis point de butée dans notre abord du sexuel, et celle qui a amené Lacan à tirer des bords vers un tout autre rivage. J'ai beaucoup aimé ce titre de traversée. Encore que la question s'est posée pour moi, pourquoi sexué et non sexuel? Ce serait ma deuxième question. Traverser pour l'ouverture qu'il propose en emmenant le lecteur à emprunter les voies d'accès laissées par Lacan, mais qui sont, comme le souligne Gisèle, trop souvent méconnues ou négligées par ses commentateurs. Car il s'agit, vous l'aurez compris ici, d'un travail qui suit pas à pas les avancées de Lacan. Alors cette métaphore de la traversée fait référence à la remarque que vient déjà de reprendre Alain, mais que je vais dire alors en entier. Bref, on flotte de l'îlot-phallus à ce qui s'en retranche de ce qui s'en retranche. Ainsi, l'histoire se fait de manœuvres navales où les bateaux font leur balai d'un nombre limité de figures. Alors cet îlot-phallus, que pour ma part j'écrirais volontiers en deux mots, l'île au phallus, car comme on dit l'île aux moines, parce qu'on sait que ça a des proportions qui dépassent largement celles d'un îlot, même si ce terme d'îlot peut s'entendre comme un lieu de refuge. Mais cet îlot se perpétue la logique du tout, dans lequel tout sujet peut s'y retrancher. Dans cette traversée, il s'agit pour Gisèle, comme elle l'écrit, de mettre l'accent sur les points pivots de la pensée du sexe chez Lacan, qui consiste à la fois à faire émerger une logique inédite, celle du patou, et à opérer une déconstruction du concept de phallus au profit donc de la logique phallique, ou encore d'une manière plus précise, on peut dire d'une logique pour toutes. Sur le versant de la déconstruction du phallus, Gisèle donne toute son importance au passage qu'opère Lacan du phallus comme signifiant longuement développé et précédemment, et dont on sait d'ailleurs les représentations imaginaires qui sont restées accrochées à ce signifiant, au signifiant de la jouissance phallique, selon l'incise que fait Lacan dans Ou pire. C'est d'ailleurs un des traits de ce livre, c'est que Gisèle s'intéresse à certaines incises dans le séminaire de Lacan, qui ne sont pas des moments décisifs sur lesquels il va beaucoup s'étendre, mais Gisèle les repère et leur donne toute leur logique.
Il s'agit donc dès lors de substituer au phallus la jouissance phallique, ce mode de jouissance qui s'universalise avec ce terme de logique porté par les deux sexes, car comme le dit Gisèle, il procède de la même organisation et du même rapport. Cela donne la formule qu'elle propose: le phallus est l'organe d'un sexe, mais le phallique est l'orgasmique des deux. Cependant, il était depuis longtemps acquis que le phallus et genre ne se superposaient pas, mais on peut supposer, en tout cas c'est mon hypothèse, qu'il s'agissait pour Gisèle, avec cette petite incise-là, de faire valoir cette jouissance phallique qui lui permet de subvertir les critiques qui ont été faites par les discours féministes en guerre contre le phallus et les phallophores, qui s'en prévalent, étant elles-mêmes méconnaissant participer de cette logique phallique. Donc c'est vrai qu'une fois qu'on passe de phallus à logique phallique, on n'atteint plus du tout les mêmes rivages, si j'ose dire. Alors, une partie de cet ouvrage, d'ailleurs, poursuit son dialogue déjà présent dans les deux ouvrages précédents avec les théories du genre et les critiques qu'elles ont pu faire à la psychanalyse, alors même que, comme elle le dit, Gisèle, Lacan les avait devancées, ces critiques. Ce n'est d'ailleurs pas le moindre intérêt de ce livre qui noue, on peut dire, la question de l'inconscient et celle du politique, en montrant la place déterminante, historiquement et socialement, qui joue le phallus, mais pour en déchiffrer, comme elle le dit, les impasses, les limites de l'universel que convoque le phallus, et ouvrir un savoir, qu'on dirait unaire, au cas par cas, tel que la psychanalyse nous enseigne. Parce que ça, c'est aussi un autre intérêt de ce livre, c'est de revenir, grâce à cette logique du patou, à une prise en compte de au cas par cas, à l'unaire. Sur l'autre versant, le versant du patou, développé plus tardivement par Lacan et difficilement à comprendre aussi, c'est pas si simple que ça. Cette logique qui se fonde d'aucun universel, Gisèle donc en souligne la difficulté d'en rendre compte, puisque c'est une logique au fond qui se situerait hors discours, qui objecte au langage qui lui aspire sans cesse au tout. Cette logique objecte à une logique du tout qui serait la normale du névrosé, la norme mâle, comme l'aura dit Lacan. L'hylophalus, c'est l'universel de tout sujet, sujet du langage, sans qu'il y soit question de genre. La jouissance qu'elle engendre, la jouissance phallique, vient parer au non-rapport sexuel, tel que Lacan l'avait développé. Mais la déconstruction du phallus qu'il opère ainsi dégage la logique de l'Oedipe freudien. Il n'est plus nécessaire chez Lacan de penser un père oedipien castrateur, puisque la castration est d'emblée inscrite à la fois dans le langage, qui ne peut pas tout dire, et dans le non-rapport. Cette castration se distribue pour Gisèle autrement selon les genres, du fait de la détumescence de l'organe chez l'homme, ça c'est quelque chose qu'Alain aussi a relevé, et le suspens de la jouissance qui en est consécutive chez la femme. Cependant, l'être sexué ne s'autorisant que de lui-même, quand bien même ce choix est inconscient, et la logique sexuée qu'il emprunte de manière privilégiée contredit les discours militants qui dénoncent un destin qui serait subi du fait de l'anatomie. Là, il y a un trait radical qui s'oppose au destin anatomique. Le livre navigue, pour reprendre ce terme de traversée, entre logique sexuelle, celle initiée par Lacan pour approcher du sexe dans l'inconscient, à un moment où il engageait de nouvelles définitions de l'inconscient, du symptôme, de l'objet, bref, un retour qu'il faisait sur son propre travail de théoricien, et les logiques sexuées telles qu'elles s'expérimentent de manière préférentielle selon une distribution des genres. C'est ma troisième question qui reprend un peu la deuxième, qui précise la deuxième. Cette tension qui se déploie tout au long du livre, parfois même au sein d'une même phrase, entre logique non genrée et logique propre à un genre, a-t-elle trait, ce serait une hypothèse, à ce passage incessant pour les psychanalystes entre la question du sexuel inhérent au réel de l'inconscient, qui a nécessité pour Lacan d'inventer une écriture logique, et la question de la sexualité telle qu'elle se déploie dans les rencontres désirantes. Passage incessant entre logique qui a trait au sexuel et logique du genre qui a trait plutôt à la sexualité. Sur ce dernier versant, Gisèle développe longuement
et de manière tout à fait originale, ce n'est pas quelque chose qu'on trouve ailleurs, peut-être dans le travail de Gisèle, ce qui se joue dans cette distribution des jouissances, celle phallique privilégiée par les hommes, celle pas toute plus souvent empruntée par les femmes, alors même que ces deux jouissances concernent tout sujet. Cette jouissance phallique, celle qui vise le tout et distribue le phallus en termes d'avoir ou d'être, comme l'a développé Freud, fait de l'autre, la femme notamment, un objet qu'il a. Comme elle le dit, la disposition du corps féminin constitue pour l'homme un substitut de jouissance sexuelle, un plus de jouir formé comme compensation, au nom du père, de la castration qui est inhérente à l'acte sexuel. Que cette jouissance ait été prévalente chez les hommes au cours de l'histoire se voit aujourd'hui largement revendiquée par les femmes qui peuvent, elles aussi, s'y retrancher toutes. Ce qui caractérise cette jouissance, c'est son lien à l'objet. Elle vise l'autre comme objet, mais elle ignore la jouissance de l'autre. C'est ce point que souligne Gisèle d'une manière tout à fait précise et originale. La loi du discours, dit-elle, qui fait du féminin l'objet causant le désir de l'homme, ne comporte pas de mention d'une jouissance féminine et implique que l'homme déplace la sienne dans la disposition de ce corps. Alors sur l'autre versant, je ne vais pas m'étaler trop longtemps, ce sera des points que Gisèle redéveloppera, je pense. Sur l'autre versant, la logique du patou chez Lacan s'origine dans ses critiques faites à Freud, qui, selon Gisèle, n'avait pensé la femme du fait de son élaboration en termes d'avoir ou d'être qu'en termes de femme ou de fille. Ce qui, à mon avis, n'est pas aussi radical que le dit Gisèle, dans la mesure où Freud n'a jamais cessé d'évoquer ce continent noir qui, justement, n'arrêtait pas de lui échapper, on pourrait dire. Lacan réfute la théorie du pénis-night, ce qui donne à Gisèle l'occasion de souligner l'existence d'un organe clitoridien, dont on ne parle pas si souvent, n'ayant rien à envier au sexe de l'homme. Cette autre jouissance qui s'ajoute à la jouissance phallique consiste à se prêter à cette fonction de l'objet du désir de l'autre, mais sans s'y réduire, mais pour pouvoir, dit-elle, à partir de là, déployer sa propre voix. Ici se trouve, à mon sens, une des traversées à l'œuvre dans ce livre, celle qui consisterait pour une femme à se prêter à ce semblant sans toutefois s'y identifier comme une étape vers la jouissance autre, celle de la jouissance du corps de l'autre. Car les femmes qui adoptent cette logique patoute, dit Gisèle, savent que leur mode de castration n'a jamais été de ne pas avoir de pénis, mais de devoir passer par le désir de l'homme pour accéder à leur jouissance à elles. Ce deal féminin, comme elle le dit dans un autre ouvrage qu'elle vient de sortir, caractérise cette traversée d'une logique sans s'y arrêter pour suivre un autre sillage. Encore une citation de Gisèle, c'est tout autre chose que de passer par l'objet comme le fait l'homme, ne pouvant de là jouir du corps de l'autre du désir, ne pouvant que disposer de l'objet sans désir. Lorsqu'une femme se contente de représenter cet objet sans déployer sa propre jouissance, l'homme est comblé, parfaitement floué, ne rencontrant que son complément corporel, estimait Lacan avec ironie. Cette jouissance, côté patou, divise la femme qui traverse la jouissance phallique sans s'y réduire, en se prêtant comme objet pour la jouissance de son partenaire d'une part, et d'autre part comme objet actif et non pas passif, en jouissant comme corps de l'autre du désir, à savoir de l'avoir comme désir et non comme objet. Aussi, il me semble que Gisèle suppose que le patou se déploie dans le rapport sexuel, dans lequel la femme peut se retrancher de l'îlot phallus, suscitant chez l'homme la possibilité, pour lui aussi, en renonçant au tout phallique, de rejoindre le patou où sa jouissance à elle les unit. Alors, autre question, faut-il supposer alors qu'il n'y aurait d'accès au patou que dans un jeu de deux? Encore une question. Un jeu de deux. Un jeu de deux, d'être à deux. Car à cet endroit de ce pas de deux, puisque l'idée du pas de deux, c'est quelque chose que tu as déjà développé dans d'autres articles, se joue selon Gisèle un nouage, celui auquel se prête la femme, mais aussi celui qui fait traverser les deux partenaires sur le versant de l'amour, l'amour alors qui serait comme une suppléance du non-rapport, là encore, ce serait une question.
Il y a un autre point dans le livre que je ne développerai pas, mais je vous le cite simplement. C'est le dernier point, le dernier mythe inventé par Lacan, celui de l'origine du langage. Dans sa dimension de la langue qui aurait été inventée par les femmes, comme un appel du fait du suspens que subit leur jouissance sexuelle, là où du côté des hommes, l'invention porterait sur la grammaire en termes d'être et d'avoir, avec cette question du phallus. Dernière élaboration pour rendre compte de ce qui noue le corps au langage, pour reprendre le titre d'un des ouvrages de Gisèle, dans un appel au langage pour suppléer à la béance entre les sexes et leur jouissance. Et pour finir, j'invoquerai, comme l'a fait Alain, la dernière traversée proposée par Gisèle, celle qu'elle désigne comme traversée du masculin, qu'elle trouve dans le travail de l'écrivain Laurence, celui qui écrit 3 versions de l'amant de Lady Chatterley. Donc c'est tout ce travail de réécriture qui a intéressé Gisèle. Ce n'est pas simplement une version de l'amant de Lady Chatterley. Lacan y dépliait longuement la réalité phallique et le sort que lui réservent les affres de la détumescence face à ses maîtresses, pour, dans un 3e temps, passer au travers de cette logique phallique en renonçant à la préséance de l'homme pour parvenir, je cite, à susciter puis à partager la jouissance de cette femme, opérant le nouage de 2 jouissances par le daimon, je dirais, de l'amour. C'est Laurence, hein, c'est pas Lacan. Oui, c'est Laurence. Mais ça aurait pu être Lacan, presque. Oui, non, c'est Laurence, oui. Justement, oui, alors... fait un lapsus, j'ai fait un lapsus. Ah, pardon. Lacan. Je l'ai pas entendu. Non, Laurence. Tout à la fin de son livre, donc je termine là-dessus, Gisèle souligne que face au surgissement du fascisme, Laurence ne croyait plus à la préséance de l'homme et qu'il avait changé face à la question du phallus. Donc, dernière question, je demanderai à Gisèle pour conclure, est-ce que c'est cet écrivain qui l'a amené résolument à suivre ses traversées entre sexe et politique et à prolonger l'invitation de cet auteur dans son essai intitulé « Défense de Lady Chatterley » qui me servira de conclusion. Je vais vous dire la citation de Laurence, donc pas de Lacan, mais de Laurence, mais vous verrez qu'effectivement, on pourrait penser que c'est du Lacan. « Je veux qu'homme et femme soient capables de penser les choses sexuelles pleinement et complètement, honnêtement et proprement. Même s'il nous est impossible d'agir sexuellement à notre entière satisfaction, du moins, sachons penser sexuellement d'une façon claire et complète. 1930. Vous voyez ce beau travail de Laurence qui nous est offert par Gisèle, parce qu'évidemment, c'est Gisèle qui nous guide dans la lecture de Laurence. Merci infiniment, Marie. C'est vraiment un plaisir d'une séance de travail ensemble de cet ordre. C'est formidable. Alors, est-ce que... Je vais peut-être répondre maintenant, sinon un tout petit peu, n'est-ce pas ? Sinon, je vais un petit peu oublier en partie les questions. Et il y en a beaucoup, je ne les ai pas toutes en tête. Alors, la première dont je me souviens, c'est celle qui concerne l'origine de ce travail qui a commencé par le travail sur le phallus. Et qui a commencé par ce que tu as appelé à juste titre, bien sûr, la déconstruction du signifiant phallique. Bon, c'est une origine tout à fait particulière et qui tient à une rencontre. Dont je parle rarement, et pour cause, puisque ça tient à une rencontre de désaccord au départ. Et conceptuellement, c'est un désaccord qui, d'une certaine façon, est resté. C'est une rencontre qui a suivi la parution, qui a suivi de très loin, la parution de l'article de Jacques Derrida, Le facteur de la vérité, avec lequel j'étais profondément en désaccord. C'est en 1989 que je lui ai mis un mot en lui disant, il était à ce moment-là à l'école des hautes études en sciences sociales, que je lui ai mis un mot en lui disant que j'étais profondément en désaccord avec sa lecture du concept chez Lacan, et que je pensais qu'il s'agissait d'une rencontre manquée entre lui et Lacan, mais que ce n'était pas grave après tout, puisque ça existe. À quoi j'ai eu la surprise d'avoir une réponse immédiate me disant que il serait d'accord pour en parler, à quoi j'ai évidemment fait suite, et la discussion là-dessus a commencé.
discussion ainsi qu'une relation qui a duré, ma foi, jusqu'à sa mort. Et sur donc cette question, le facteur de la vérité, vous le savez tous, met au centre de la question un signifiant un signifiant du phallus, pour le dénoncer, bien sûr, en parlant là de quelque chose qui a été repris par Lacan après que Freud aurait mis à distance un certain phallogocentrisme, comme il l'appelait, de la pensée occidentale. Voilà que Lacan allait rechercher, avec ce signifiant du phallus, ce phallocentrisme, et même plus ce phallogocentrisme, c'est-à-dire ce qui lie le phallique et la parole dans la métaphysique occidentale. Et alors, en faisant des recherches, donc dans cet échange de travail qui s'est poursuivi constamment, en faisant des recherches là-dessus, c'est ainsi que j'ai découvert. Je savais que je n'étais pas d'accord, mais je ne savais pas encore très bien pourquoi. C'est en faisant des recherches là-dessus, évidemment dans le grand texte lacanien, que j'ai découvert avec la plus grande surprise qu'il y avait dans Lacan quelque chose dont non seulement personne ne parlait, mais que tous semblaient même ignorer et dont on ne tenait pas compte, qui était que Lacan finalement instaurait la réalité ou même le réel de la castration nulle part ailleurs que dans le rapport sexuel. Et que par conséquent, le symbolique, certes, héritait d'une castration, le signifiant phallique tel qu'il le remettait en selle à l'époque paraît à cette castration, tout le monde le sait, mais dans le symbolique, n'est-ce pas, dans le symbolique. Alors qu'en fait, il était parfaitement clair dans Lacan que non seulement cette castration était issue du rapport sexuel lui-même, alors non pas simplement de cette détumescence qui met fin au rapport de façon parfois intempestive, et en tout cas d'une façon qui fait que le rapport n'est jamais organisé autour d'une conjonction quelconque. Il est organisé, même si elle est visée bien sûr, il est organisé autour d'une limite qui est, bon, voilà. Et cette castration étant donc évidemment éminemment partagée entre les deux sexes, chacun à sa façon, d'une certaine façon pour l'homme et d'une autre façon pour la femme. De telle sorte que le phallus apparaissait à partir de là comme la construction, une construction de discours, qui peu à peu allait amener d'autres constructions, notamment comme celle du nom du père qui se construit dessus, et cette construction et allait amener à l'homme majuscule en quelque sorte, c'est-à-dire l'homme universel comme appuyé sur la possession de ce signifiant au nom d'un père qui en représente la commande, n'est-ce pas ? On avait là une construction directement émanée de ce que Lacan commençait à appeler l'absence du rapport sexuel. Voilà, j'arrête là pour l'origine. La deuxième question que tu m'as posée, pourquoi sexué et non pas sexuel ? Parce que j'ai fait un lapsus, moi, quand j'ai commencé à écrire dans mon petit livre, j'ai mis les logiques sexuelles. Au lieu de sexuel. Je me suis dit, ah ben non, je me trompe là. Alors, d'où ma question. Voilà. Alors, j'ai simplement... il n'y a pas de logique sexuelle. Il n'y a que des logiques sexuées. Exactement de la même façon qu'il n'y a pas de rapport sexuel. Il n'y a qu'un rapport sexué. Donc, j'ai simplement utilisé sexué pour me tenir au plus près de la réalité de ce que, à mon sens, Lacan a voulu inventer, puisque ces logiques, il les a inventées. Pour le coup, elles n'existaient pas. Elles n'existaient pas, et surtout, autant on pouvait repérer des prémices chez Aristote de la logique du tout, autant on n'observait aucune prémisse de la logique du patou nulle part. C'est donc une véritable invention. Donc lorsqu'il les a inventées, en aucun cas il ne pensait inventer des logiques sexuelles, sauf à considérer que sexuel veut dire
comme représentation du sexe. Et encore, ça ne représente même pas le sexe, et ça ne représente même pas chacun des deux sexes, puisqu'on sait que le choix d'une logique peut se faire indépendamment du sexe. En fait, il en dépend, puisqu'il y a une préférence sexuée du tout pour les hommes et du pas tout pour les femmes, mais cette préférence ne signifie pas, on le sait, que ces logiques épousent le sexe anatomique. Donc je m'en suis tenue là-dessus simplement à l'usage que Lacan fait pour parler du rapport sexué au lieu du rapport sexuel, et notamment à propos de la lettre volée, c'est ainsi qu'il en parle. Il y en avait une autre que j'ai oubliée. C'est la question du patou qui prendrait au fond, qui aurait sa place dans la rencontre sexuelle, dans le rapport, justement. Est-ce que ça sous-entendrait forcément deux, qu'il y en ait deux pour faire un patou? Voilà. Parce que c'est un peu comme ça que tu l'as dit. Alors que si on convient que c'est quelque chose qui est porté par l'un et par l'autre, pourquoi il faudrait que ça se joue à deux? Ah oui, mais pas de la même façon. Non, pas de la même façon. Pas du tout. Ouais. Et même, sauf exception, il est plus porté par l'autre que par l'un. Le patou, bien entendu. Il est même initié par l'autre et non pas par l'un, puisque l'un il contredit en quelque sorte. Alors c'est une question importante, très importante, de savoir après tout si il faut un d'eux pour construire un patou. À l'heure actuelle, je ne répondrai pas de façon catégorique à cette question. Je suis absolument convaincue qu'il y a des logiques pas toutes qui habitent certains créateurs et qu'elles les habitent sans que ça inclue forcément un d'eux. C'est ce à quoi je pensais. C'est évident. C'est évident. Il y a forcément un d'eux dans certaines formes de logique pas toutes de création. Et donc, si ça passe le plus souvent, quand même, on peut dire, par un d'eux, ça n'est pas forcément un d'eux comme partenaire sexuel. Voilà ce que je pourrais répondre. Lorsqu'on traite cette question du sexuel, du sexué, de la sexualité, je suis toujours embarrassé parce que on le traite avec des outils qui sont les nôtres dans le champ lacanien. Et je me pose toujours la question de savoir qu'est-ce qui peut se produire en dehors de ce champ-là, entre des gens qui, par exemple, découvrent la complexité du rapport à l'autre, tout simplement, en dehors d'une expérience analytique. C'est ça qui me semble vraiment, moi, c'est très complexe, parce que tout ce que nous venons de dire là, c'est quelque chose qui nécessite un long travail d'élaboration. Et est-ce à dire que pour qu'il y ait entre un homme et une femme, ou entre deux êtres humains sexués sur le mode qui leur convient, et avec cette difficulté de faire la part de ce qui revient au singulier et de ce qui effectivement s'initie d'un rapport à quelque chose de plus universel, du langage, par exemple, et donc de l'histoire, et donc du moment de l'histoire dans lequel nous sommes. Je crois qu'il y a là quelque chose qui, en tout cas pour moi, fait vraiment problème. Et alors du coup, en lisant, donc en travaillant pour ce soir, j'ai rencontré deux choses qui m'ont frappé, parce que je me posais la question de savoir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que les discours que nous développons, nous, c'est vraiment une question qu'on peut se poser, mais que je vous pose également. Quel impact peuvent avoir les discours que nous venons de développer là, à partir du moment où, par exemple, on peut lire dans un petit lexique qui a été écrit pour les gens qui travaillent dans le planning familial. Je vous le dis parce que, vous allez voir, c'est assez intéressant. C'est un lexique qui a été établi pour accueillir le plus respectueusement l'ensemble des personnes. Le plus respectueusement possible l'ensemble des personnes. Et dans ce lexique, bien entendu, on donne des définitions. Et la définition qui m'intéresse et que je vous soumets, vous voyez, ça va faire un peu tranchant avec
avec ce que Marie vient de développer de façon extrêmement logique et à propos de ce livre qui est formidable parce que, effectivement, on va peut-être commencer avant de lire cette grossièreté de définition. Il faut dire quand même que ce travail, l'aboutissement à ce livre, c'est un parcours déjà de quelques dizaines d'années. Et que pour en arriver à pouvoir aussi clairement que ça aborder ces points extrêmement aigus qui touchent, bien entendu, qui touchent en même temps à la pratique de l'analyse, c'est-à-dire au un par un. C'est pas un discours généraliste sur les rapports sexués. C'est quelque chose de beaucoup plus complexe que ça. Toujours ce rapport du un au multiple. Je dirais justement que le mérite de ce livre, pour ma part, un des grands mérites de ce livre, c'est de rendre très clair un certain nombre de malentendus concernant les lectures de Lacan. Ça me semblait vraiment très important. Mais avant d'en venir à ça, je voudrais quand même vous lire donc, ce qui est transmis aux gens qui travaillent dans le planning familial pour pouvoir accueillir sympathiquement et respectueusement, je souligne respectueusement, les gens qui viennent leur parler. Et vous allez voir que quand ça commence comme ça, on peut se demander qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Comment est-ce qu'il faudrait s'adresser aux gens pour que quelque chose puisse bouger raisonnablement, pour espérer que quelque chose puisse bouger. Donc le sexe. Vous ne savez pas ce que c'est que le sexe, donc je vais vous l'expliquer. C'est un construit social basé sur des observations moyennes, des différences biologiques entre les genres. Autrement dit, pas de genre, pas de sexe. C'est pour accueillir respectueusement des gens. Donc, les différences biologiques entre les genres. C'est-à-dire que le sexe ne peut pas se définir s'il n'y a pas de genre. C'est intéressant. Il est communément admis scientifiquement que le sexe est un spectre. Oui, un spectre. Un spectre qui veut dire, un spectre, entendez-le au sens, non, pas des fantômes, je vous prie, quand même. Un spectre au sens d'une continuité. Voilà, d'une continuité. Et alors, bien entendu, il faut quand même de temps en temps redescendre un peu sur terre. Ça peut également... Ah oui, attendez, excusez-moi. Le sexe peut également désigner l'appareil génital. Également. À tout hasard, ça pourrait quand même servir. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que bien sûr, après ça, avant ça, on avait défini le genre. Classe sociale construite culturellement. En Occident, ça admet 2 catégories, dont une dominée, les femmes, et une dominante, les hommes. Voilà. Ça, c'est dans un planning familial ? C'est pour ça que je le lis. Je suis étonnée du mot dominant. Et je le lis. Comme ça d'habitude. Je le lis. Non, mais je le lis. C'est pour ça, quand je lisais ton bouquin, on est d'accord. Et je me suis dit que ça valait le coup de confronter cette définition et sa violence, parce que c'est une violence inouïe. C'est une violence inouïe avec le raffinement de la pensée qu'il faudrait... Qui est développé pour se dire comment est-ce qu'un homme et une femme, par exemple, on va prendre le cas le plus classique, pourraient venir à abandonner, on pourrait dire, cette logique du tout, cette logique dite phallique, pour peut-être pouvoir inventer ou réinventer à chaque fois quelque chose du corps de l'autre, non pas comme un ennemi, non pas comme la guerre des sexes, mais comme le lieu d'une invention possible. Invention d'une caresse, d'une consistance, d'une odeur. Non, ça ne marche pas du tout comme ça. Ça ne marche pas du tout comme ça. Donc c'est pour ça que je voulais opposer, tu vois, ce discours, parce que Marie m'a dit qu'elle allait faire un résumé, donc je lui ai fait confiance, je savais que ça serait un résumé, et donc je me suis dit que j'allais opposer. Et la deuxième chose que j'ai lue, c'est un article du Monde, qui reprend d'ailleurs une phrase de Gisèle, qui dit que finalement, aujourd'hui, les jeunes, ça ne les intéresse plus de baiser.
On comprend pourquoi, hein, hein? On comprend pourquoi. Ça les intéresse plus de baiser, ce que Gisèle a parlé en parlant de désexualisation de la sphère privée publique. Hein, ce qui me semble extrêmement intéressant, parce que justement, il y a là quelque chose qui... je dirais que vraiment, toute l'introduction que fait Gisèle pour poser les jalons, les grands jalons qu'elle va développer ensuite, tourne autour de cette question-là. Et je la dirai de la façon suivante, et c'est une question que je poserai à la cantonade, à qui la veut. Est-ce qu'il existe un réel du sexe? Est-ce qu'il existe un réel du sexe? Est-ce qu'il existe une entente possible aujourd'hui sur les définitions que nous venons de lire, hein, et avec d'autres définitions, qui permettrait peut-être justement, hein, qu'on puisse se poser la question suivante: sur quel accord concernant le réel on pourrait effectivement ensuite partager un examen logique. On ne peut pas examiner logiquement quelque chose s'il n'y a pas un accord minimum, sur quelque chose que Freud avait déjà en son temps appelé les indicateurs de réalité. Ce qui me frappe là-dedans, c'est pour ça que je suis vraiment extrêmement frappé par cette affaire-là, hein, c'est cette difficulté justement, malgré tous les outils qui sont déployés, malgré tout ce travail qui est déployé, pour espérer un effet sur ce qui aujourd'hui se répand comme discours discordant, on va dire, concernant la question du sexe. Alors j'ai beaucoup apprécié dans ce livre, et ça vraiment je veux le souligner, parce que c'est quelque chose que j'ai trouvé d'une grande clarté, et sans doute qui pourrait être d'un grand secours lorsqu'on aborde la fameuse question de Lacan et la fameuse phrase de Lacan: il n'y a pas de rapport sexuel. C'est de rétablir un peu, hein, et ça c'est vraiment, vous le faites avec une fermeté, hein, c'est un truc très ferme dans cette introduction, je trouve. C'est un point vraiment saillant de l'introduction, hein, je le dirais comme ça. On peut se poser la question de savoir d'où viendrait cette phrase « il n'y a pas de rapport sexuel ». Ça supposerait quand même qu'on pourrait supposer qu'il y en ait. Hein, il n'y a pas de rapport sexuel. Hein. Or, Gisèle le montre de façon absolument formidable en faisant appel justement à ce qui différencie le rapport d'un sujet à son objet, auquel cas il pourrait y avoir un rapport entre le sujet et un objet, quelque chose comme ça qui serait du domaine d'un rapport possible, et le fait que justement, si on ne considère pas que la femme est l'objet de l'homme, alors il y a là quelque chose qui jaillit d'une béance irréductible entre l'homme et la femme. Et ça, je voudrais quand même le dire un peu différemment, parce que je l'ai abordé sous différentes formes. C'est une chose qui est vieille comme la Bible, mais on l'oublie. L'homme, hein, Dieu a fait l'homme à son image, homme et femme il les fit. Lorsque Dieu veut fabriquer la femme dans la Genèse, il s'y reprend à 3 fois, il ne sait pas ce qu'il doit faire. D'abord, il pense qu'il pourrait faire la femelle de l'homme. Puis ensuite, il pourrait lui faire une compagne. Et il finit par en faire une aide contre lui. Il y a là quelque chose d'irréductible, strictement irréductible. Tu parlais de l'hétéros, de strictement irréductible, qui fait qu'on peut se demander, hein, quelle est cette angoisse monstrueuse, hein, qui naît devant cet irréductible, pour pouvoir ensuite imaginer qu'on va pouvoir réduire cette angoisse en parlant de rapport sexuel. Il y a quelque chose c'est un mouvement dans votre livre qui me semble vraiment tout à fait formidable. Hein, c'est ce mouvement qui va de, hein, cet irréductible
et qui va finir par faire presque du langage quelque chose d'un raboutage possible, d'une suppléance. Moi, j'aime beaucoup aimer cette chose-là, cette suppléance, et cette suppléance qui, effectivement, montre bien que il y a là un réel irréductible, irréductible, entre l'essence de la femme et on pourrait dire même l'essence de l'homme. J'emploie des mots comme ça qui sont un peu plus forts. On pourrait parler entre l'être et l'avoir, mais je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Je ne sais pas si vous avez vu ce film qui s'appelle Emilia Pérez, oui. Cette femme qui change de sexe. Enfin, cet homme qui change de sexe pour devenir une femme et qui transformerait vraiment ce salopard ignoble, il faut le dire, qui coupait les gens en morceaux pour les donner aux chiens. Mais il aimait beaucoup sa famille, c'est formidable la vie. Et en cette femme merveilleuse qui va retrouver les disparus, sauf que quand même, à un moment donné, elle est un peu regagnée par le tout phallique, et vous savez comment ça se termine, ceux qui l'ont vu en tout cas. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a là quelque chose d'extrêmement, on pourrait dire, touchant au moment où cette femme a dans ses bras son enfant, qui pense que c'est sa tante, et le garçon lui dit « Tu sens papa. Oui. Tu sens papa. » Je pense que cette phrase vaut tous les discours possibles sur l'irréductible différence entre un homme et une femme. Il y a là quelque chose, et je pense qu'il y a là un réel qui est aujourd'hui complètement oublié. Et c'est très intéressant parce que ça démarre dans ce livre sur le mode de il n'y a pas de rapport sexuel pour une raison bien simple, c'est qu'il y a quelque chose d'une béance naturelle, une béance irréductible, et ça se termine par le dernier Lacan, presque la question de la suppléance. C'est ce mouvement-là qui me semble très intéressant. Et encore une fois, ma culture, moi, me fait penser à cette pluralité, on pourrait dire, des états sexués attribués à Dieu dans la religion juive, dans la culture juive. On reçoit le Shabbat comme une femme amoureuse. On le reçoit comme une femme. Dieu parle avec la voix d'une femme, mais en même temps avec la grammaire de l'homme. Il manie en même temps la structure signifiante de la coupure, et en même temps il manie la continuité effectivement de la voix. C'est quelque chose qui traverse, moi je trouvais, c'est pour ça que ça m'a beaucoup touché en même temps ce livre, ça traverse, on pourrait dire, les questions posées, traverse, puisqu'on parle de traverser, ça traverse en même temps d'une certaine façon les cultures. C'est ça qui m'a semblé vraiment très important. Les Grecs savaient ça. Tu parlais de la différence entre une fille et une mère, mais qu'est-ce qui arrive à la pauvre Médée, sinon ça? Elle ne sera jamais une femme grecque. On peut être une femme, on peut être une mère grecque, on peut être une fille grecque, mais qu'est-ce que c'est qu'une femme grecque? Est-ce qu'on sait ce que c'est? J'ai retrouvé en lisant ce livre un certain nombre de fils. Alors ils sont éparses, ils ne sont pas forcément noués de la façon dont c'est travaillé dans ce livre, d'une façon absolument étonnante d'ailleurs, mais en même temps on retrouve là-dedans quelque chose qui permet de reconstruire, de suivre même à travers l'histoire de la culture, quelque chose qui effectivement me permet de dire que ça ne sort pas de n'importe où. Cette logique que Lacan déploie, il la déploie parce qu'il suit un fil logique, mais je dirais qu'en même temps, à travers ce fil logique, il parcourt vraiment l'histoire même des rapports hommes-femmes, et on pourrait dire même des difficultés, qui se posent à nous dès lors qu'on veut faire coïncider ce qu'on pourrait appeler le réel de l'anatomie, ou le réel même de... Il y a une différence sexuelle qui s'écrit XX, XY, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? Puisque effectivement, la langue, le langage, le fait que nous parlions, nous détourne radicalement de toute possibilité de se fixer tout entier, de faire un. On fait pas le un n'est pas tout, dit Lacan. J'aime beaucoup cette phrase, le un lui-même n'est pas tout.
Alors il y a vraiment effectivement là quelque chose, encore une fois. Donc j'ai retenu cette chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est-à-dire la façon dont c'est amené. Hein, supposer qu'il y ait du rapport sexuel, c'est penser à l'envers. C'est déjà une forme de résistance, de raboutage par rapport à cette béance première. Et à partir de là, je dirais, on ne joue plus du tout au même jeu. Ce qui est premier là, c'est justement ça. Alors, ce qui m'a un peu embêté, quand même, puisque pour l'instant on dit que des choses qu'on peut entendre comme ça, ce qui m'a un peu embêté, et je me demande quel statut donner à cette chose-là, c'est que je serais pour ma part un peu moins assuré de la rigidité de la pensée de Freud. Parce qu'effectivement, Marie l'a dit, hein, entre bien sûr le roc de la castration et le continent noir, il y a vraiment un monde. Hein. Je pense qu'il était assuré de rien du tout, Freud, par rapport à ça. Il suffit de lire un petit peu ses histoires avec sa belle-sœur, avec sa femme, avec les femmes en général, avec sa sexualité, avec ses phobies. Et je me suis dit la chose suivante, finalement, et ça c'est une proposition de lecture que je fais, hein, d'une certaine façon. Freud n'a pas tout à fait tiré les leçons de ce qu'il savait de ses propres symptômes. Et on peut se poser la question de savoir quel rapport le symptôme entretient, notre symptôme. Est-ce qu'il serait possible de parler... Ça marche plus. Aïe, aïe, aïe. Non, c'est pas grave. Est-ce qu'il serait possible de parler de logique sexuée, chacun de nous, singulièrement, sans que ça touche à notre symptôme? Hein? C'est-à-dire que c'est ça, c'est toute la question. Hein? Est-ce que justement, nous pouvons en parler en dehors de tout symptôme? Et je me suis souvenu que, puisque je parlais du réel, hein, du réel du sexe, je me suis souvenu de la phrase de Lacan dans la 3e, et je terminerai par ça, lorsqu'il dit « le réel c'est mon symptôme ». Hein, c'est-à-dire, voilà le point de butée. Hein, le réel c'est le réel sexué. Hein, pour Lacan, le réel c'est quoi? C'est le sexe et la mort. Hein. C'est ce qui, justement, échappe au symbolique. C'est quelque chose qui est inatteignable, c'est quelque chose qui n'est pas symbolisable. Et il dit ça, le réel c'est mon symptôme, autrement dit, on pourrait imaginer que je vise là quelque chose qui pourrait s'universaliser, mais je ne peux pas aller plus loin, que ce que je produis comme étant mon symptôme. Et je dirais bien que finalement, pourquoi est-ce que la psychanalyse, et ça, hein, aujourd'hui, est à ce point-là rejetée, sachant qu'elle ne parle que de sexe et de mort, ne parle que de ça, hein, comme Gisèle l'écrivait au tout début, hein, et Dieu sait si la psychanalyse s'est interrogée sur le sexe. Elle ne fait que ça, penser la question du sexe. Elle ne fait que de la penser. Est-ce qu'il nous est possible de la penser en dehors de tout symptôme? Hein? Est-ce que dans le fond, ce qui effraie dans la psychanalyse aujourd'hui, et notamment sur la question du sexe, est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on pourrait dire de la façon suivante? C'est un savoir de l'impuissance. C'est-à-dire que nous savons bien que, quel que soit le savoir que nous allons pouvoir mettre en place, ce savoir est troué. Il ne donne jamais la promesse d'une vérité toute entière. Et donc c'est pour ça qu'effectivement, je crois encore une fois qu'il y a dans ce livre un mouvement, hein, qui va du début du livre jusqu'à la fin, hein, qui porte, comme on pourrait dire, l'espoir d'une ouverture à l'invention. Hein. Est-ce qu'on pourrait peut-être par exemple dire que justement, au-delà de toute logique, hein, le rapport au sexué est quelque chose qui force l'invention, hein, qui se fabrique à chaque fois. C'est pas donné une fois pour toutes. Hein. Voilà, je sais pas, c'était un peu plus libre que ce que dit Marie, mais je crois que chacun peut dire la chose, chacun son symptôme. Merci beaucoup, merci beaucoup.
C'était un parcours tout à fait intéressant et original, celui que tu as fait. Juste une chose, il faut que je revienne sur cette chose-là. Ouais. La dite rigidité de Freud, mot que, évidemment qui n'est pas du tout sous ma plume. Non, j'entends bien. Bien entendu. Alors, il faut que je revienne là-dessus. C'était un peu la même question chez Marie, sous une autre forme. Bon, au point de vue de la méthode. Au point de vue de la méthode, nous pouvons soit considérer que nous avons 2 étapes de fondation de la psychanalyse avec 2 fondateurs, et à ce moment-là, nous pensons transférentiellement. On peut, c'est intéressant, ça intéresse tout le monde. On peut considérer aussi, et dans ce cas, bien entendu, lorsque nous pensons à la pensée de l'un par rapport à celle de l'autre, nous sommes animés de mouvements transférentiels. C'est ce qui prévaut d'une façon générale en psychanalyse encore à l'heure actuelle, et c'est fort dommage. C'est fort dommage parce que ça nous empêche de penser à la psychanalyse comme 2 étapes de savoir, une étape de découverte évidemment fulgurante et définitive, une étape de suivante, tout simplement. Je ne dirais même pas la qualifier de refondation, de ceci, de cela. Une étape suivante, la 2e étape, qui, comme dans un savoir scientifique, même si nous ne sommes pas à proprement parler en psychanalyse, si nous n'avons pas à proprement parler affaire à une science, nous pouvons quand même viser, et c'est souhaitable, un savoir scientifique. Dans un savoir scientifique, il y a une étape, il y a une 2e étape. La 2e étape reprend tout ce qui de la première est valide et à poursuivre et à prolonger, à la condition de l'ajuster, de l'adapter. Parce que si on ne l'adapte pas, la première n'est plus valide. Voilà. Donc ça, c'est une question de méthode. Et vraiment, je pense que cette question est importante pour nous. La façon dont Freud a traité la première étape de la découverte sexuelle et la façon dont Lacan a repris, ajusté, adapté, corrigé, repris les critiques, etc. de la 2e étape. Je ne vais pas les reprendre ici, bien sûr. Il y faut des bibliothèques entières. Mais je procède comme ça. Mais... Je procède comme ça. Alors, fille, mère, femme, etc. Je fais un raccourci volontaire dans la mesure où je disais qu'en effet, il y a une mère freudienne, une fille freudienne, mais bien entendu, il y a des interrogations freudiennes sur la femme, il n'y a même que ça. Mais ça n'a pas amené à un concept logique. Non. Voilà. Non. Et pourtant, si je puis me permettre, c'était pas loin avec la question de la jouissance. Non, mais d'accord, mais ça n'a pas. Oui. D'accord. Alors, je continue. Je vais là reprendre un tout petit mot de ce que disait tout à l'heure Marie, parce que ça m'a semblé, je prends les questions au fur et à mesure, ça m'a semblé extrêmement important. Le rapport de Laurence avec Lacan est un rapport passionnant parce que il n'y en a mention nulle part. Jamais. Or, je suis certaine, on ne peut pas ne pas l'être en lisant la théorie lacanienne d'assez près. En effet, qu'il a lu Laurence de très près. L'amant de Lady Chatterley, vous le savez, sa dernière réécriture est de 28. Il l'a lu. Il l'a lu de très près, il a repris un grand nombre de ses thèses. Alors, il faut savoir, il n'a pas repris les thèses que Laurence a voulu théoriser, parce que là-dedans, Laurence a été complètement à côté, si on peut dire, des exigences théoriques pour formuler une pensée qui soit correcte. Mais il a repris les thèses qui sont à l'œuvre dans ses romans. Et il les a repris de façon sensationnelle. Il a repris la thèse de Amant et Fils, qui est la thèse qui sert à montrer chez Laurence que bien plus que l'amour oedipien du fils pour la mère, c'est l'amour oedipien, si on peut dire, c'est le désir quasi incestueux de la mère pour l'enfant qui est en question. Lacan a repris ça, bien entendu. Lady Chatterley est un livre qui sert à montrer, je l'ai souvent souligné,
en quelque sorte, comment le rapport sexuel entre hommes et femmes, tu demandais tout à l'heure pourquoi dire il n'y a pas de rapport sexuel, mais tout simplement parce que dans la langue, on dit partout rapport sexuel, pour signifier non pas un rapport entre hommes et femmes comme tel, mais pour signifier un rapport des organes sexuels, n'est-ce pas, en quelque sorte. Et le jeu de mots de Lacan est de faire remarquer, justement, vous voyez, c'est pas un rapport. Voilà. Donc c'est à un certain niveau très simple. Oui, c'est pour ça que j'ai trouvé c'est très bien. La façon dont c'est très simple, la manière dont il a saisi cette phrase-là pour en faire le pivot d'une théorie. Donc ça, c'était deux petites questions sur lesquelles je voulais revenir. Et peut-être alors pour terminer, je vais reprendre certaines choses qui ne sont pas dans le livre par rapport à des questions d'actualité. Des questions d'actualité dont vous avez parlé les uns et les autres, un tout petit peu, simplement pour les signaler, puisqu'après tout, aujourd'hui, il est certain que ça nous étreint d'une manière quand même considérable, ce qui se passe dans l'actualité, et qui nous interpelle pas directement, mais qui nous interpelle au plus près quant à notre objet conceptuel. On sait en effet donc qu'en certains lieux du monde à l'heure actuelle, et désormais des deux côtés du monde, jusqu'à présent il n'y en avait qu'un, à l'ouest comme à l'est, on assiste à une recrudescence exacerbée de cette loi sexuelle ou de cette volonté de restituer cette loi sexuelle de l'être et de l'avoir phallique, en effet, répartie entre les deux sexes sous des formes modernes et qui prennent un aspect parfois très surprenant, inquiétant et parfois carrément tragique, vous le savez. Parfois même pour ressembler à une espèce de renouvellement parodique de cette loi des sexes, de cette loi sexuelle qui est jusqu'ici en Occident en recul. On assiste même au fait qu'un discours à l'heure actuelle à l'Ouest invoque une émasculation des hommes, ce qui a été mentionné tout à l'heure, une émasculation des hommes pour revendiquer, évidemment quand on invoque la castration, c'est toujours pour revendiquer un retour massif vers cette construction du discours qui est l'homme majuscule de la loi sexuelle, tandis qu'en Orient, et depuis plus longtemps déjà, on assiste à ce qui serait une farce très sombre si ça n'était pas un cauchemar vivant, à savoir quelque chose qui veut restituer une loi sexuelle dans des lieux où elle s'était largement estompée, là aussi, jusqu'au point de tenter de faire disparaître l'existence même des femmes dans ce qui se voit et dans ce qui s'entend. On est donc à un moment crucial de l'histoire, de notre histoire. Ces discours, ce sont ceux qui ont refusé la démonstration faite au XXe et au XXIe siècle de l'équivalence des sujets de discours femmes et hommes. Ces siècles-là ont donné accès, ou elles ont obtenu accès, les femmes, à ces discours, aux discours en général. Et cet accès aux discours par les femmes dans le XXe et XXIe siècle a été ressenti par ces discours masculinistes comme une castration de l'homme, de façon extrêmement frappante, pas tout à fait surprenante bien entendu, mais frappante quand même, parce qu'autre chose était possible. D'autres hommes avaient fait entendre la position des hommes justes, je reprends là le titre de Jablonka bien sûr, qui se réjouissaient et se réjouissent encore de cette fin du servage infini de la femme, comme disait Rimbaud, pour ce qu'elle les émancipe eux-mêmes en les plaçant bien au-dessus de ce qui n'avait jamais été sans cela. La dite castration ou émasculation donc, dont il est à l'heure actuelle question pour tenter de restituer quelque chose qui est supposé perdu, ça n'est que la castration d'un mythe, le mythe de l'homme majuscule, de l'homme augmenté, je dirais, en quelque sorte, celle de cette construction patriarcale de l'homme de la loi sexuelle qui fut définie, on le sait, comme un en plus en se fondant sur un en moins.
un en plus masculin fondé sur un en moins féminin. Grâce à quoi? Grâce notamment à ce que Lacan a appelé l'erreur commune, qui a été évoquée tout à l'heure, l'erreur commune, ce qui est une erreur phallique. Et lorsque cette erreur phallique apparaît, eh bien, l'en plus masculin est invalidé au fur et à mesure que l'en moins féminin est invalidé aussi. C'est ce qui apparaît, c'est ce qui se produit, c'est ce qui s'est produit depuis environ un demi-siècle. Mais c'est évidemment une nouvelle erreur, puisque c'est une erreur cette fois arithmétique, puisque le moins d'un plus, ça ne fait pas un moins, ça fait un équilibre, ça fait une équivalence, ça fait une égalité, comme on dit. Le moins ressenti dès lors par certains hommes qui se rassemblent comme tels, à ce titre, au titre d'un moins ressenti visant à réobtenir un plus d'autrefois, c'est une erreur d'arithmétique donc, où la soustraction d'une soustraction, celle qui fut faite au féminin du discours dans le passé, est revendiquée comme devant être annulée. Il est certain d'ailleurs qu'on rencontre la même erreur, y compris arithmétique, dans certains discours féministes. Ce n'est pas qu'une question de sexe, bien sûr. Pas plus que la logique du patou, ça n'est une question de sexe essentiellement. Et donc, comme tout le monde, je suis sensible à ce qui devient aujourd'hui une évidence concernant les liens étroits entre les événements politiques marquants de notre actualité et le rapport des sexes. Un lien qui devient évident. Il n'était pas avant, ce lien. L'évolution de ce rapport sexuel, dont Lacan a constaté l'absence, supplée par des substituts plus ou moins pervers, pour les sujets, comme pour les groupes, comme pour les États. Comme si quelque chose se révélait soudain de ce que Lacan résumait en disant « l'inconscient, c'est la politique ». Le même chiffre, cette fonction phallique de l'être et de l'avoir, répond à l'absence dans les deux cas, pour les sujets comme pour les États, destinée à parer à ce que l'inconscient interprète, a interprété, depuis la Bible notamment, mais déjà avant, comme une castration dans le rapport sexuel. Il interprète comme une castration quand c'est simplement, disons, si on veut, une coupure physiologique qui met fin, cette coupure qui met fin à l'acte sexuel, même si elle subit évidemment l'influence de l'inconscient dès que l'homme parle. Mais c'est pourquoi la psychanalyse a pu, en déchiffrant l'inconscient de chaque sujet, retrouver sous une forme ou sous une autre le chiffre des lois sexuelles. Certes, les psychanalystes, comme on le leur a reproché, obéissent aux lois de la cité, mais c'est aussi qu'ils ont affaire dans l'inconscient aux mêmes matériaux que ce qui les impulse, ces lois. Ce lien, voire cette équivalence entre inconscient et politique, apparaît aujourd'hui de façon vive. On commence à apercevoir ce qui motive l'inconscient comme la politique, c'est une certaine manière répétitive de traiter cette absence du rapport sexuel chez les êtres et les corps parlants, de la traiter en termes de logique toute phallique, ce qui ne fait que l'accroître. On répète un tenant-lieu de rapport qui consiste, pour oublier cette absence de rapport, du rapport sexuel, à viser, à disposer à nouveau et toujours plus du corps féminin dans les discours. Ou des étrangers. Oui, mais à ce moment-là, ce n'est pas un rapport sexuel. Sans plus laisser aucune place à ce qui, hors du discours, parfois, est possible. On ne s'occupe que de ce qu'il y a dans le discours et non pas de ce qui se produit hors du discours entre hommes et femmes. Puisque ce qui se produit hors du discours entre hommes et femmes, notamment selon cette logique patoute dont il a été question, est autre chose que ce qui se produit dans la loi du discours. Parfois, c'est l'inverse. C'est-à-dire ce que Lacan a appelé, c'est les femmes qui ont les hommes dans ce cadre, c'est-à-dire hors du discours. Alors que dans le discours, bien sûr, les hommes ont les femmes, selon la loi sexuelle. Donc nous sommes en un moment de l'histoire récente où les discours féministes et LGBT ont fait entendre que les rôles attribués par la civilisation aux deux sexes sont politiques, définis par les lois sexuelles, ce qui est vrai.
Mais ils les ont jugés seulement politiques en décidant d'ignorer l'effet de l'inconscient et ils ont ainsi fait virer au tout logique certains faits qui ne sont vrais que d'un partout. Ils ont participé en somme d'une part à cette évolution vers la libération des femmes, vers l'égalité des deux sexes dans les discours et ce fut un bénéfice pour tous. Puis ils ont demandé que les discours construisent au féminin une instance symétrique à celle de l'homme majuscule. Et voilà. Mais dans les faits, ils ont demandé ça. Oui, Mais dans les faits, autre chose a eu lieu. Oui. Lorsque la loi sexuelle a reculé, alors la liberté fut laissée pour chacun, quel que soit son sexe, de choisir une logique ou bien une autre, c'est-à-dire de se ranger subjectivement et non sexuellement dans le camp du tout ou dans le camp du patou. Les discours militants ont méconnu ou refusé le patou qui a lieu hors du discours. Ils ne voulaient que ce qui s'énonce dans les discours. Ils ont donc adopté une logique toute ou rien phallique, ce qui est pareil. On peut le comprendre d'un point de vue politique, parce que le patou n'est pas très audible politiquement. Mais on sait que le tout comporte à son horizon certaines radicalisations quasiment inévitables. La réaction massive actuelle, qui se veut viriliste, masculiniste, arque de ces extrêmes désormais, de ces radicalisations, pour interdire l'ensemble de la pensée et de la pratique LGBT, souvent déclenchée par des événements individuels, intimes d'ailleurs. Considérée comme des castrations, cette réaction viriliste va de pair, voire essentiellement, va d'abord essentiellement avec une volonté de rétablir l'ancienne force de la loi sexuelle entre hommes et femmes. Là est la visée essentielle, d'en finir avec ce qu'on appelle cette libération de la femme, enclenchée notamment avec la Seconde Guerre mondiale. La durée de cette libération, c'est-à-dire la durée de la libération de sa jouissance phallique, féminine, en lui donnant accès au discours, en cessant de l'interdire ou de la mutiler dans nos contrées, a permis d'invalider les attendus patriarcaux. Il a suffi d'un siècle de libération des femmes pour qu'apparaisse fictif et fantasmatique cette arithmétique fondant l'en plus d'un côté du sexe sur un en moins de l'autre côté du sexe. C'est devenu, à l'évidence, la construction d'un fantasme, cette arithmétique. La psychanalyse en avait d'abord montré le ressort phallique, sans la critiquer, quoique la conception de Freud fût déjà très en avance pour son époque. Puis avec Lacan, sa seconde étape en a identifié la structure perverse, celle du système du nom du père, la perversion paternelle, ce qui est quand même un pavé dans la mare considérable. Fondée sur cette erreur commune reprise par la cause phallique, patriarcale d'abord, que Freud a repris aussi, qui consiste à prendre le phallus pour un signifiant, alors qu'il n'est qu'un signifié, et qui confond donc l'organe symbolisé avec l'orgasme comme jouissance phallique, ce qui permet dans ce cas d'unilatéraliser dans un sexe la castration qui est en réalité celle des deux sexes dans le rapport sexuel, bien sûr. Ainsi, il devient sans cesse plus sensible, plus probable que c'est dans une béance du rapport sexuel de l'homme et de la femme que s'originent les lois sexuelles de l'humanité parlante, voire les lois en leur ensemble. Le viol est exemplaire dans ce cadre, comme tentative de démonstration que l'acte sexuel ne doit pas viser à jouir, mais à prendre une femme, comme on dit. Il est cette démonstration par la force de la loi sexuelle où l'homme est ce qu'il y a et a ce qui est, qu'il suffit d'imposer, de démontrer. Une remarque pour conclure. Les viols que l'on dit ordinaires sont déjà un moyen de signifier que l'acte sexuel est un des modes pour l'homme d'avoir la femme, ce plus de jouir construit dans le discours, comme loi sexuelle. D'avoir la femme donc, plutôt que de jouir avec elle, selon ce plus de jouir qui permet de compenser sa castration dans le rapport sexuel par la loi du discours, laissant de côté ce qui a lieu hors du discours. Le laissant de côté et le laissant être, il ne faut pas l'oublier. L'actualité nous montre sur ce point un événement, l'affaire dite des viols de Mazan, je termine par ce commentaire, où la teneur de la problématique perverse s'accroît massivement. L'auteur et l'instigateur du viol
collectif d'une femme à son insu pendant son sommeil et son mari durant 10 ans. Filmer les scènes vise à montrer ce qui consiste à disposer radicalement du corps de l'autre, à soumettre, disait-il, une femme insoumise. Face à une loi qui refuse désormais de brider la féminité, du moins à cette étape, eh bien, ce viol réduit non pas une quelconque femme, mais la femme aimée, la mère de ses enfants, la grand-mère de ses petits-enfants, une sainte, disait-il, à l'objet de jouissance pour tous, à son corps défendant, un morceau de viande, a-t-elle dit la victime. Dans cette perversion extrême, l'enjeu donc monte encore. C'est un événement de notre temps. Monte encore, s'agissant du rapport de l'homme et de la femme. Un air d'universel s'y glisse, qui a fait réagir les uns et les autres, avec les 50 violeurs orchestrés par celui qui est supposé en disposer encore de cette femme, et qu'aucun n'a dénoncé, après avoir lu pourtant publiquement son annonce, je cite, « Cherche pervers complice pour abuser de ma femme endormie par mes soins ». C'est une annonce publique. Ce que Lacan appelle absence d'un rapport sexuel, qui s'inscrive en discours entre hommes et femmes, commence donc à nous apparaître de tout son poids à une très vaste échelle. Il est sans cesse plus urgent de saisir cette pensée lacanienne et de s'en servir, car cette découverte permet de lire la violence de l'actuel dans des termes qui ne se résument pas à des impasses. Que l'inconscient comme écrit du langage est interprété comme castration, la disjonction des jouissances sexuelles de l'homme et de la femme, puis fabriquer des mythes pour y parer, des religions et des lois, serait, si on peut dire, son problème à l'inconscient. S'il n'en avait évidemment pas fait celui de tous et de toutes. Cette disjonction physiologique donc scandée par la coupure phallique est pourtant adéquate pour procréer, si elle l'est peu pour la jouissance et si elle soustrait la jouissance du couple sexuel. Pour compenser cette jouissance soustraite, l'inconscient comme la politique ont forgé entre les sexes des lois sexuelles où l'un dispose de l'autre faute d'en jouir. Ces formations ont fait l'histoire, parce qu'elles furent habitées de croyances, et elles la font aussi longtemps qu'elles le sont, habitées de croyances. L'avoir et l'être phallique, distribués entre l'homme et la femme, ne tiennent lieu de rapport que lorsqu'on les croit. Comme on croit en celui qui les a créés, l'inconscient issu du langage ou bien Dieu lui-même. Lacan allait jusqu'à questionner si ce rapport entre l'homme et la femme est absent parce qu'ils habitent le langage ou bien s'ils parlent parce que ce rapport est absent. Retournant, vous le voyez, la question à deux fondements différents et traversant l'origine sur un mode ou sur un autre, ces formations de l'inconscient qui fabriquent ces lois sexuelles, oui, mais que se passe-t-il lorsque leur envers de ces lois sexuelles apparaît? Que se passe-t-il? Et je laisse évidemment cette question si vaste, que se passe-t-il si cet envers de ces lois sexuelles prenait pourtant ce qu'elle peut, une allure contingente, presque anecdotique, au lieu de fonder une horreur castratrice? J'arrête là-dessus.